Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur les lois de densité, nous parlons de la loi normale d'un point de vue plus général, et pas seulement la loi normale centrée réduite. Alors cette dernière est quand même la loi normale la plus importante, mais avec juste cette loi, on ne pourrait pas modéliser beaucoup de situations. On a besoin d'un cadre plus général, et donc voici comment on peut généraliser les lois normales. Donc si on dispose de deux nombres réels, mu et sigma, sigma étant un nombre réel strictement positif, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, notez n mu sigma carré, lorsque grand X moins mu sur sigma, qui est donc une variable aléatoire, suit la loi normale centrée réduite. Et dans ce cas-là, l'espérance de grand X c'est mu, et la variance de grand X c'est sigma carré. Donc en fait, les deux paramètres de la loi, enfin d'une loi normale correspondent à son espérance et sa variance. Donc la variance de grand X est sigma carré. Je vous rappelle que du coup l'écart type de grand X est sigma, puisque l'écart type est la racine carrée de la variance. Alors cette dernière ligne sur l'espérance et la variance, on peut le démontrer rapidement, puisque grand Z est égal à grand X moins mu sur sigma, ça veut dire, si on retourne l'expression en multipliant par sigma et en ajoutant mu, que grand X c'est sigma Z plus mu. Et donc l'espérance de grand X c'est égal à l'espérance de sigma Z plus mu, et la variance de grand X est égale à la variance de sigma Z plus mu. C'est là qu'on utilise les propriétés sur l'espérance et la variance, vues normalement en première, de manière très rapide et vraiment au coup de vent dans l'année. On peut la redémontrer à la main, mais bon bref. L'espérance de sigma Z plus mu, c'est l'espérance de sigma Z plus l'espérance de mu. L'espérance de sigma Z, c'est sigma fois l'espérance de Z. Et l'espérance de mu, c'est juste mu, puisque mu n'est même pas une variable aléatoire, mais juste une constante. Bref, on obtient sigma fois espérance de Z plus mu, c'est-à-dire sigma fois 0 plus mu, donc on trouve bien mu. Quant à la variance de sigma Z plus mu, alors déjà la variance de sigma Z plus mu, c'est égal à la variance de juste sigma Z, propriété sur la variance, et variance d'une constante fois une variable aléatoire, on peut sortir la constante et la mettre au carré. Ça fait donc sigma carré fois la variance de grand Z. Et donc ça fait sigma carré fois 1, donc sigma carré. Le résultat est démontré. Alors vu que grand X, enfin la loi de grand X, c'est-à-dire la loi normale de paramètres mu et sigma carré est une loi densité, elle possède donc une fonction densité, mais celle-là est encore plus compliquée que la fonction de Laplace-Gauss, elle en dérive, bien sûr, enfin elle est assez similaire, mais en plus compliquée. Elle est hors programme, mais je la donne ici pour la référence. La densité, donc la fonction densité de la loi normale de paramètres mu et sigma carré, la voici. Donc inexploitable pour faire des calculs d'intégrale. Alors, d'un point de vue graphique, la courbe de densité, donc qui correspond en fait à la courbe de cette fonction-là. Donc la courbe de la densité d'une loi normale, c'est aussi une courbe en cloche, comme pour la loi normale centrée réduite, qui possède aussi un axe de symétrie verticale. Cette fois-ci, c'est la droite d'équation x égale mu. Donc nous avions vu pour la loi normale centrée réduite que la courbe ressemblait à ça, avec comme axe de symétrie l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe d'équation x égale 0, 0 étant bien la moyenne. Je le mets ici pour rappel. Maintenant, si on fixe sigma et qu'on change la valeur de mu, ce qui va se passer, c'est que ça va donner une translation horizontale sur la courbe de densité. Donc, c'est-à-dire, voici la courbe de densité de la loi normale de paramètres, cette fois-ci 2 et 1. Et 1 au carré. C'est la même, sauf qu'elle a été décalée de 2 vers la droite. En particulier, on a un axe de symétrie d'équation x égale 2. De la même manière, si mu est négatif, c'est la même chose. Même courbe, mais décalée, cette fois-ci, vers la gauche, enfin translation vers la gauche, axe de symétrie d'équation x égale moins 0,8. J'en profite pour rappeler que l'aire sous la courbe est égal à 1, puisque c'est une fonction densité. Voilà, le rôle de mu, c'est en fait le positionnement horizontal de la courbe, en quelque sorte. Le rôle de sigma, quant à lui, c'est la façon dont la courbe est étalée. Parce que sigma, je rappelle, correspond à l'écart type,
L'écart type, c'est un paramètre de dispersion, ça va nous donner, comment dire, la fiabilité, l'étalement des valeurs autour de la moyenne, en quelque sorte. Autrement dit, si sigma est petit, ça veut dire qu'on va avoir si on tire une valeur au hasard suivant une loi normale, on va avoir des résultats toujours très proches de la moyenne, alors que si sigma est grand, on va avoir des résultats qui vont vraiment être très 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 variables. Et donc, si les résultats sont variables, enfin si l'écart type est grand, si les résultats sont variables, ça veut dire que l'air sous la courbe est réparti de manière un peu plus large. Et donc la cloche là est plus allongée. Et voici ce que ça donne. J'ai donc repris comme référence la courbe de la loi normale centrée réduite, mu égale 0 et sigma égale 1. Voici ce qui se passe si je garde mu égale 0, mais que je prends sigma égale 2 maintenant. Courbe en cloche, mais plus allongée. Notez qu'il y a toujours un axe de symétrie qui ici donc est l'axe des ordonnées, puisque la moyenne est 0. Si je prends sigma égale 3, donc encore plus grand, la courbe va être encore plus aplatie. C'est toujours une cloche, mais de plus en plus aplatie. Donc notez que ça commence à se décoller vraiment là sur les bords. Il aurait fallu que je dézoome pour qu'on voit un peu ce qui se passe à droite. Maintenant, vous pouvez imaginer que si je continue à augmenter sigma, ce qui va se passer, c'est que ça va ressembler de plus en plus à une droite, en tout cas si on zoome à un certain endroit. A l'inverse, si je diminue sigma, ça va me donner quelque chose de plus étroit. Donc cette fois-ci, en prenant sigma égale 0,7, c'est bien une courbe en cloche, mais celle-ci est plus étroite. Donc notez que ma courbe de référence qui est celle de la loi normale centrée réduite, en gros on avait dit que quasiment toute l'air sous la courbe est concentrée entre moins 3 et 3, comme vous pouvez le voir ici. Avec sigma égale 0,7, ça a l'air d'être entre moins 2,2 et 2,2 environ. Et la courbe monte plus haut. Et si je prends sigma égale 0,5, ça monte encore plus haut et c'est encore plus resserré. Et ainsi de suite, hein, plus on diminue sigma, plus on approche sigma de 0, car il faut que sigma reste strictement positif, plus on se retrouve avec quelque chose qui va ressembler en fait à un pic. Et le cas critique, sigma égale 0, quand on prend ce cas-là, alors ce n'est plus une loi normale, c'est ce qu'on appelle une loi de Dirac en fait. Ça veut dire que la variable aléatoire grand X prend toujours la valeur 0, la valeur mu. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus une loi normale, comme je viens de le dire. Alors, avec une loi normale générale, on ne peut donc pas faire de calcul d'intégrale, comme pour la loi normale centrée réduite, mais on peut servir de la calculatrice. On peut aussi ramener les calculs on peut aussi servir d'une table de valeurs en ramenant notre loi normale générale à une loi normale centrée réduite en utilisant la définition que je remets sous vos yeux ici. Hein, si grand X suit la loi normale de paramètre mu et sigma carré, alors grand Z égale grand X moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Mais je ne vais pas m'y intéresser ici. Ici, on va s'intéresser qu'à la calculatrice. On devait s'intéresser qu'à la calculatrice. Et donc, si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, pour déterminer une probabilité à la calculatrice, on va dans le menu stat, sans surprise, on choisit les onglets dist, norm, ncd, sans surprise, encore une fois, et on entre les valeurs qu'il faut dans lower, upper, sigma et mu. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut rentrer sigma, et pas sigma carré. Attention à ne pas se faire avoir par ça. Autrement dit, on demande l'écart type, alors que dans la notation classique de la loi normale, on met plutôt la variance. Exercice, on considère une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 170 et de variance 100. Déterminez les probabilités suivantes à la calculatrice. Je vous laisse faire pause et chercher vous-même, et je corrige juste après. Alors, on prend donc la calculatrice, menu stat, dist, norm, ncd. Donc ici, lower est 163, upper 175, sigma, alors c'est là que je vous disais, ne vous faites pas avoir, ceci est sigma carré, le 100 correspond à sigma carré, du coup sigma vaut racine de 100, donc c'est-à-dire que sigma ici vaut 10. Quant à mu, c'est 170, alors ne me demandez pas pourquoi sigma est à remplir avant mu, pour moi ça défie toute logique, mais il y a peut-être une raison. Et enfin, execute. On trouve donc 0,449. Donc la calculatrice fait tout toute seule. Mais on commence à avoir l'habitude.
On peut enchaîner sur les deux autres questions. Dans la deuxième, il faut faire un peu comme ce qu'on avait déjà fait avec la loi normale centrée réduite. Cette fois-ci, la probabilité que grand X soit supérieur à 175. Donc lower, ici, est 175, et upper, c'est plus l'infini. Donc je vais mettre un nombre très grand. Alors attention, un nombre très grand, ici, si vous mettez par exemple 1000, bon, même si 1000, ça irait en fait, on va comprendre pourquoi après, mais par contre, voilà, comme ici, la moyenne est 170, faut quand même mettre quelque chose qui est plus grand que 170, quoi. Regardez bien en gros quelle est la moyenne, quoi, pour vous demander qu'est-ce que je mets comme nombre grand. Bref, on trouve 0,309 environ. Et pour le troisième, même principe encore une fois. Cette fois-ci, lower, on va mettre moins quelque chose de très grand. Upper, c'est 172. J'en profite pour rappeler une énième fois que c'est x strictement inférieur à 172, mais pour les lois à densité, ça n'a aucune importance que ce soit strictement inférieur ou égal. Execute, et on trouve cette fois-ci 0,579. Voilà comment faire à la calculatrice. Une dernière chose, il existe donc des valeurs remarquables à connaître qui nous permettent de comprendre comment les valeurs sont un peu réparties autour de la moyenne. Parce que par exemple, donc si je reviens rapidement sur le graphique de tout à l'heure, par exemple, là je disais, avec sigma qui vaut 0,7, on a l'impression que voilà, en gros les valeurs sont réparties autour de moins 2,2 et 2,2, en gros. Quasiment toute l'aire de la courbe sous la courbe est concentrée entre ces deux valeurs. Est-ce qu'il y a moyen de quantifier ça? La réponse est oui. En fait, j'ai mis grand Z, c'est grand X. Si grand X suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, alors la probabilité que grand X soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire en fait la probabilité que grand X soit entre, enfin, soit dans un intervalle de 1 écart type en fait, et ben c'est 68,3%. La probabilité que grand X soit, il y ait une marge d'erreur autour de la moyenne de 2 écarts types, c'est 95,4%. Et pour 3 écarts types, c'est 99,7%. En fait, on retrouve ce qu'on avait déjà dit pour la loi normale centrée réduite, avec mu qui valait 0 et sigma qui valait 1 en fait. Si vous vous souvenez, on avait dit que la proba que grand X soit entre moins 1 et 1, quand X suit la loi normale centrée réduite. La proba que grand X soit entre moins 1 et 1 valait 0,683, entre moins 2 et 2 c'était 0,954, et la proba que ce soit entre moins 3 et 3 c'était 0,997. C'est donc un résultat plus général. Et donc, si je reprends mon graphique de tout à l'heure, celui-là on va dire, donc ici ça veut dire que la probabilité que que l'air sous la courbe, que la probabilité que l'air sous la courbe entre 0 moins 3 fois l'écart type et 0 plus 3 fois l'écart type, c'est 99,7%. 3 fois l'écart type, c'est 3 fois 0,7, c'est 2,1. Donc entre moins 2,1 et plus 2,1, il y a 99,7% de l'air. Là, c'est 3 fois l'écart type, c'est 1,5. Donc entre moins 1,5 et plus 1,5, il y a 99,7% de l'air. Donc ces résultats sont à connaître surtout le deuxième, un peu le premier, et éventuellement le troisième. Un exemple, enfin un exercice pour illustrer ceci, en forme de problème. Donc un fermier vend des pommes dont le diamètre en centimètres suit une loi normale d'espérance mu égale 6 et d'écart type sigma égale 0,7. Notez que je suis gentil, je donne directement l'écart type, pas moyen de se tromper. On choisit une pomme au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une pomme dont le diamètre est compris entre 4,6 cm et 7,4 cm? Mettez la vidéo en pause, réfléchissez-y et essayez de trouver sans calculatrice. Et la réponse, alors on peut l'obtenir à la calculatrice sans problème, il suffit de faire comme tout à l'heure en mettant lower 4,6, upper 7,4, sigma 0,7 et mu égale 6. Mais en fait, on se rend compte que 4,6 et 7,4, la moyenne de ces deux nombres, c'est 6. Et l'écart à 6, c'est 2 fois l'écart type. En fait, 4,6, c'est 6 moins 2 fois 0,7. Et 7,4, c'est 6 plus 2 fois 0,7. Autrement dit, 4,6, c'est mu moins 2 fois sigma. Et 7,4, c'est mu plus 2 fois sigma. Donc, d'après ce qu'on connaît sur les valeurs remarquables, on a 95,4% de chance
de choisir une pomme dont le diamètre est entre 4,6 et 7,4 cm. Voici qui conclut donc cette vidéo et en fait cette série de vidéos sur les lois à densité. Je vous dis bonne continuation et à bientôt.